Buchos, qui a la parole. Il représente M. Monnier et 187 autres partis en défense. Maître. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, j'ai l'honneur d'intervenir en défense sur cette QPC, donc dans l'intérêt d'un grand nombre de partis civils, au soutien du caractère constitutionnel des dispositions de l'article 706-153 du Code de procédure pénale. Je vais donc brièvement m'attacher à démontrer que les différents griefs tirés de la prétendue violation de la norme constitutionnelle manquent en droit, et donc que les dispositions de la disposition soumise à votre examen sont bien constitutionnelles. En substance, que reproche-t-on à ces dispositions? Mon contradicteur vous l'a expliqué il y a un instant, la prétendue violation de deux droits constitutionnels, le premier, le droit à un recours effectif, le second, le droit constitutionnel de propriété. Tout d'abord, sur le droit à un recours effectif. Au soutien de leur argumentation, les sociétés Finestime Conseil et Arcourtage, les trois sociétés requérantes, se bornent pour l'essentiel à, d'une part, contester l'absence de débat contradictoire en amont de la mesure de saisie pénale. Et d'autre part, elles se bornent également à établir un parallèle douteux entre la solution que votre Conseil a consacrée dans sa décision QPC numéro 2015-494 et qui a donné lieu à votre décision du 16 octobre 2015. Très brièvement, sur le volet absence de débat contradictoire en amont de la mesure de saisie pénale, ce point ne retiendra pas l'attention de votre Conseil très longuement, puisque au mieux il fait sourire, au pire on pourrait considérer que cet élément est plutôt saugrenu, puisque, ainsi que je l'ai indiqué dans mes observations écrites, les saisies pénales ont vocation, on le sait, à déprimer la criminalité organisée, et l'économie générale de la loi de juillet 2010, qui est venue instaurer le mécanisme de saisie pénale, a précisément vocation à offrir à l'autorité judiciaire la faculté de saisir des biens, de les placer sous main de justice, dès lors qu'il existe des raisons plausibles de penser que ces biens constituent le produit direct ou indirect d'une infraction. Or, à suivre les requérantes, devrait-on modifier la loi de telle sorte que le parquet aurait à adresser une télécopie à toutes les sociétés à l'encontre desquelles il envisage de procéder à des visites domiciliaires ou à des perquisitions? Cela ne tient pas la route, un tel argument manque radicalement en droit. Sur le second point, le parallèle qui est établi de l'autre côté de la barre entre la question qui vous est soumise aujourd'hui et d'autre part la question à laquelle votre Conseil a répondu en octobre 2015 ne tient pas non plus la route. Pourquoi? Pour mémoire, dans votre décision d'octobre 2015, il était question de restitution, de demande précisément de restitution adressée par des personnes mises en cause à l'égard d'un juge d'instruction. Ce juge d'instruction avait alors la possibilité soit de mettre de côté ces dossiers, ces demandes, soit de répondre dans un sens ou dans un autre à cette demande de restitution. Seulement, certains juges assez peu scrupuleux mettaient de côté ces questions et donc on se trouvait dans une situation tout à fait ubuesque qui consistait pour le justiciable à ne pas pouvoir contester la décision de refus de restitution qui lui aurait été opposée par le juge d'instruction. De sorte qu'il y avait une impossibilité d'exercer le moindre recours en appel devant la chambre de l'instruction. La voie de recours était bloquée et c'est la raison pour laquelle, de façon extrêmement légitime, votre Conseil est venu censurer l'article 99 du Code de procédure pénale et est venu encadrer de façon extrêmement stricte les modalités de traitement de ces demandes de restitution par les juges d'instruction en déterminant un délai préfixe, ce que le législateur a fait par sa loi du 3 juin 2016. Seulement, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil, les raisons qui ont motivé votre Conseil à statuer de la sorte en octobre 2015 ne sont absolument pas transposables au cas d'espèce, pour la simple et unique raison que le mode opératoire de prise de décision d'une saisie pénale n'a rien à voir avec celui d'une demande de restitution. Pourquoi? Très concrètement, le parquet ordonne une saisie pénale.
Premier échelon. Deuxième échelon, dans les 10 jours qui suivent, soit le juge des libertés et de la détention, soit le juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire, confirme, infirme cette saisie pénale, délai au cours duquel les parties ont la faculté, si elles le souhaitent, de faire état de leurs observations. Et enfin, troisième échelon, recours devant la chambre de l'instruction, devant laquelle il peut effectivement y avoir des problématiques de délai d'audiencement. Mais là, c'est une mesure d'administration judiciaire qui n'a absolument rien à voir avec une problématique du droit au recours effectif. C'est la raison pour laquelle, sur ce premier grief tiré donc de la violation du droit à un recours effectif, je vous demanderai donc de le rejeter. Brièvement, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres, sur le droit de propriété. En substance, les 3 sociétés requérantes s'interrogent sur le point de savoir s'il est légitime qu'une personne, qu'elle soit physique ou morale, formellement tiers à une procédure pénale, puisse faire l'objet d'une saisie pénale. Plus encore, les requérantes s'interrogent sur le point de savoir s'il est légitime qu'une personne, à l'encontre de laquelle existent de simples soupçons émis par l'autorité judiciaire ou par les officiers de police, puisse également faire l'objet d'une saisie pénale. Mais à cette question, il n'y a pas de difficulté pour y répondre, puisque précisément, le législateur a prévu que seuls les biens dont des personnes à l'encontre desquelles existent des raisons plausibles qu'elles ont commis des infractions peuvent faire l'objet d'une saisie pénale, et plus encore, seuls les biens confiscables constituant le produit direct ou indirect d'une infraction peuvent faire l'objet d'une telle saisie. En somme, le deuxième grief me paraît tout autant que le premier manquer radicalement en droit. J'ajouterai d'ailleurs à toutes fins utiles, mais sans rentrer dans les faits, que contrairement à ce qui vous a été dit de l'autre côté de la barre, les 3 sociétés requérantes ne sont pas formellement tiers à la procédure pénale, puisque précisément chacun des dirigeants de ces 3 sociétés ont été mis en examen, et ils le sont encore à ce jour. À titre subsidiaire, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres, je voudrais également plaider sur un point qui me paraît assez important, dans l'hypothèse où votre Conseil envisagerait de déclarer inconstitutionnel, malgré les développements que je viens de faire, les dispositions de l'article 706-153 du Code de procédure pénale, s'agissant de l'effet différé dans le temps d'une telle déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci m'apparaîtrait, le cas échéant, tout à fait déterminante, pour plusieurs raisons. Mais la plus importante, c'est que l'abrogation immédiate de ces dispositions aurait provoquerait des conséquences manifestement excessives, au sens où votre Conseil l'entend dans sa jurisprudence, puisqu'elle porterait irrémédiablement atteinte aux objectifs de prévention des atteintes à l'ordre public et également de recherche des auteurs d'infractions. En effet, abroger sur le champ ces dispositions aurait pour conséquence inéluctable un cataclysme judiciaire, et je pèse mes mots, puisque toutes les saisies pénales contestées ou susceptibles de l'être seraient de facto potentiellement annulées, de sorte que cela provoquerait une fuite massive de capitaux hors de France, et que ces capitaux seraient alors potentiellement placés à l'abri de la justice française, contraignant alors les juges d'instruction ou alors le parquet, dans le cadre d'une enquête préliminaire, à devoir aller à la course aux capitaux qui sont en train de fuir à l'étranger pour des raisons que l'on peut comprendre. Une telle situation, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres, serait inadmissible, et je suis confiant dans le fait que vous incarnerez parfaitement dans le cadre de votre délibéré votre rôle de premier protecteur de la sécurité juridique de notre République. Merci, Maître.